Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je suis en agglomération. Pour dépasser ce vélo, je laisse un écart de A. 1,50 m, B. 1 mètre. Alors, pour dépasser un vélo en agglomération, il faut laisser un écart de 1 mètre entre notre véhicule et le vélo. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 2. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, on a des lignes discontinues larges. Donc, ces lignes discontinues larges viennent en fait matérialiser, on l'a vu plusieurs fois, une voie réservée. Donc, à notre droite, on aura une voie réservée. Donc, la seule voie qui nous est disponible ici, c'est la voie de gauche dans laquelle on est. En fait, c'est la voie régulière. Donc ici, est-ce que je suis bien placé ? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. En tournant à droite, je risque de rencontrer un piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je tourne à droite, les piétons devront me céder le passage car le feu est vert. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors cette question elle est super intéressante parce que vous avez beaucoup de mal, surtout en conduite. Surtout en conduite. Alors, ici on est sur une intersection qui est gérée par une signalisation lumineuse. Il faut que tu saches que dans une intersection, les feux sont synchronisés. Alors, je m'explique. Ici tu vois donc une intersection gérée par une signalisation lumineuse. Si le feu est vert pour moi, ça veut dire qu'il est aussi vert pour les véhicules qui roulent en sens inverse sur cette même route. Dans le cas général, dans 99% des cas, c'est comme ça que ça se passe. Si le feu est vert pour moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur les rues perpendiculaires à l'intersection, le feu est rouge. Qu'est-ce que ça veut dire ? Exactement. Si le feu est rouge pour la rue perpendiculaire, ça veut dire que le feu pour le piéton est vert. Donc, si, dans ce cas-ci, je tourne à droite, il y a de grandes chances que je puisse rencontrer un piéton. Et dans ce cas-là, il va falloir lui céder le passage. Pourquoi ? Parce que lui, il a le feu piéton au vert. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 4. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de réponse A, 50 km/h, réponse B, 80 km/h, réponse C, 110 km/h.
Alors, ici on a affaire à un panneau qu'on appelle panneau d'entrée d'agglomération. Ce panneau a deux significations. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h et il est interdit de klaxonner. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 5. Je dépasse le cycliste à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici on a un cycliste à notre droite. Alors, vous devez savoir que pour dépasser un cycliste en agglomération, il faut laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre. Regardez bien sur le rétro gauche. Sur le rétro gauche, on a une moto très proche de nous. Le problème qu'on va avoir ici, c'est que si je me dépasse à gauche pour respecter l'intervalle de sécurité avec le vélo, je risque tout bonnement de percuter la moto en interfile. Donc, dans cette situation, je ne dépasse pas le vélo. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 6. Au feu rouge, je dois m'arrêter. A à la première ligne, B à la deuxième ligne. Alors, ici, on a affaire à ce qu'on appelle un SAS vélo. Alors, un SAS vélo, c'est quoi? C'est tout simplement un endroit sur la voie qui est réservé, là pour le coup, au vélo. Donc, effectivement, lorsqu'on arrive à ce SAS, il faut s'arrêter à la première ligne pour ne pas empiéter sur le SAS. Donc la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 7. La distance de sécurité est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me rabats dès que possible. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ça, on l'a vu plusieurs fois. Alors, la distance de sécurité, qu'on soit sur route ou autoroute, elle est toujours égale à 2 lignes de rive. Donc ici, si vous remarquez, on les a pas les 2 lignes de rive avec le camion qui nous fait face, enfin, qui est en face de nous. Donc ici, clairement, on n'a pas les deux lignes de rive. Donc ma distance de sécurité est insuffisante. Étant donné que ma distance de sécurité est insuffisante, je me rabats dès que possible. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 8. Lors d'un emprunt de véhicule, je conserve les réglages du propriétaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'assure d'avoir les documents obligatoires. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, quand on emprunte un véhicule, donc la première chose à faire, c'est de régler les sièges, les rétroviseurs, enfin, tout ce qui concerne l'installation, et ne pas conserver les réglages du propriétaire.
Ensuite, effectivement, c'est d'avoir tous les documents obligatoires. Alors, n'oubliez pas, les documents obligatoires, ça va être déjà votre permis de conduire. Ça va être la carte grise du véhicule et également la preuve du contrôle technique. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'assurance sur vous. Par contre, vérifiez que le véhicule est bien assuré. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 9. Cette moto est autorisée à dépasser la voiture blanche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me décale à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, dans cette situation, est-ce que la moto peut dépasser la voiture blanche? Eh bien, non, tout simplement, parce que ils sont dans la même voie. Donc c'est strict. Ce que va faire la moto est strictement interdit. Ensuite, est-ce que je me décale à droite? Bon, dans la vraie vie, en fait, les motos font ça couramment. Hein, vous verrez lorsque vous passerez votre permis de conduire que ça arrive très fréquemment. Donc, en fait, c'est d'usage. C'est interdit, mais c'est d'usage. Donc, ce qu'on fait lorsqu'une moto veut dépasser une voiture, dans ce cas-là, on va se décaler sur notre voie à droite pour respecter une distance, un intervalle de sécurité suffisant entre notre véhicule et la moto. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 10. Stationner à cet emplacement constitue un stationnement. Réponse A, dangereux. Réponse B, abusif. J'encours une amende. Réponse C, oui. Réponse D, non. Alors, il faut que tu saches qu'il y a différents types de stationnement interdits. Alors, tu as tout d'abord les stationnements dits abusifs. Ensuite, tu as les stationnements gênants. Ensuite, les stationnements très gênants. Et enfin, les stationnements dangereux. Alors, il faut que tu saches que se garer devant un passage à niveau constitue un stationnement dangereux. C'est le stationnement le plus grave que tu peux commettre. Alors, ce stationnement est puni par une amende de 135 €, un retrait de 3 points sur ton permis de conduire, mais également, si tu ne retires pas ton véhicule à temps, une mise en fourrière de ton véhicule. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 11. Avant d'installer un enfant dans son siège, je retire son blouson. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, effectivement, il faut retirer le blouson des enfants qu'on installe dans un siège bébé pour deux raisons. Une, raison de sécurité, parce que parfois les blousons sont un peu trop gros et donc les ceintures de sécurité sont mal attachées.
Aussi pour des raisons de température, c'est-à-dire que le siège bébé lui-même, de par sa composition, va faire augmenter la température. Donc ici, pour ces deux raisons, avant d'installer un enfant dans son siège, on retire son blouson. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 12. Dans cette situation, je roule en feu de réponse A, croisement, réponse B, route. Alors, ici, on roule de nuit en agglomération éclairée. Donc, il est interdit d'utiliser ces feux de route. Je roule en feu de croisement. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 13. Je suis témoin d'un accident avec dommages corporels. Dans l'ordre, je dois réponse A, protéger, secourir, alerter. Réponse B, protéger, alerter, secourir. Dans ce cas, la personne est inconsciente. Afin de la secourir, réponse C, je retire son casque. Réponse D, je l'écarte de la chaussée. Alors, si vous êtes témoin ou partie prenante d'un accident avec dommages corporels, vous devez tout d'abord protéger, ensuite alerter et en dernier lieu secourir. C'est ce qu'on appelle le PAS. P-A-S. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Alors, ici, on est dans le cas d'un motard inconscient. Alors, surtout, lorsque vous avez affaire à un motard, ne jamais retirer son casque. Hein. Vous pouvez, par exemple, afin qu'il respire mieux, vous pouvez relever la visière, mais ne jamais retirer le casque. Est-ce que je l'écarte de la chaussée ? Non, la personne est inconsciente, donc il ne faut jamais écarter une personne vers le bord de la route si elle est inconsciente. À part risque de suraccident, bien sûr. Mais dans les cas généraux, on ne fait pas ça. La victime est inconsciente, donc la bonne chose à faire ici, c'est de la mettre en PLS, donc en position latérale de sécurité. Donc ici, la bonne réponse va être la réponse B. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 14. Je suis bien placé pour tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, comme tu peux le voir, on est sur la voie de gauche, avec en plus de ça, un marquage au sol qui indique une flèche vers la gauche, qui nous indique donc que on est sur la voie pour tourner à gauche. Je suis donc bien placé pour tourner à gauche. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 15. Le feu est vert. Je laisse quand même passer les piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors ici, on a donc un passage piéton qui est régulé par des feux de signalisation. Donc ici, c'est la signalisation qui prime. Donc le feu est vert pour nous, alors nous sommes prioritaires. Donc je ne laisse pas passer les piétons. La bonne réponse est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 16. Mélanger alcool et médicaments augmente les risques d'accident. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors effectivement, tout mélange de drogues vont augmenter les risques d'accident. La polyconsommation va augmenter les risques d'accident sur la route. Et pour ceux qui se disent dans leur tête, mais attends, t'es en train de parler de drogue, et là la question parle des médicaments. Oui, mais les médicaments, c'est de la drogue. Ce sont des drogues. D'ailleurs, c'est pour ça que le médecin, quand il vous fait une prescription, il vous fait une prescription pendant une durée limitée. Parce que ce sont des vraies drogues. Par exemple, si vous prenez de la codéine à la pharmacie, la codéine, c'est de la drogue. Il y a des gens qui se droguent avec pour de vrai. Donc, ici, la polyconsommation va effectivement augmenter le risque d'accident. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 17. À bord d'un véhicule, il est obligatoire de posséder A. Un certificat d'immatriculation, B. Le carnet d'entretien, C. Le PV du contrôle technique. À bord d'un véhicule, il n'est pas obligatoire de posséder le PV du contrôle technique. Il n'est pas non plus obligatoire de posséder le carnet d'entretien. Par contre, il est obligatoire de posséder le certificat d'immatriculation. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 18. Cette signalisation indique une circulation à sens unique pour les véhicules motorisés. Oui, réponse A, non, réponse B. Une circulation à double sens pour les cyclistes. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, ce panneau donc d'indication nous indique par une flèche continue que la circulation est à sens unique pour les véhicules motorisés. Quant aux cyclistes, en fait, comme vous pouvez le voir sur le panneau, on a un petit vélo avec une flèche dans l'autre sens. Donc les vélos peuvent venir dans le sens inverse à la circulation des véhicules motorisés. Par contre, ils peuvent aussi venir dans le sens des véhicules motorisés. Donc, pour les cyclistes, la circulation est à double sens. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C.
Question numéro 19. Dans cette situation, je suis. Réponse A. Dans une issue de secours. Réponse B. Dans une niche de sécurité. Alors, question très intéressante parce que dans la plupart des cas, vous avez très peu d'informations sur ce qu'il y a dans un tunnel. Alors, il faut savoir, c'est que quand on est dans un tunnel, il peut se passer plein de choses. Notre voiture, elle peut tomber en panne. Il peut aussi y avoir, je sais pas, un voyant rouge qui s'allume. Il peut y avoir aussi, votre voiture peut prendre feu, par exemple. Ou peut avoir un dégagement de fumée. Et dans ce cas-là, il va falloir s'arrêter dans un endroit qui est consacré. Alors pour ça, vous allez voir, vous allez avoir ce qu'on appelle des niches de sécurité. Ces niches de sécurité, elles seront indiquées par ces panneaux-là. Donc c'est les panneaux d'emplacement d'arrêt d'urgence. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une niche de sécurité? En général, il y a deux choses. Vous avez des extincteurs et vous avez un poste d'appel. Attention, c'est pas un poste téléphonique, c'est pas une cabine téléphonique, c'est un poste d'appel d'urgence. Hein. Donc lorsque vous décrochez le téléphone, vous êtes directement mis en relation avec un agent de sécurité. Alors, ne pas confondre niche de sécurité et issue de secours. Une niche de sécurité, c'est une niche. Il n'y a pas d'issue de secours dans la niche. Une issue de secours, en fait, elle vous permet de sortir du tunnel. Donc à l'intérieur de l'issue de secours, il n'y aura pas de poste, il n'y aura pas d'extincteur. Hein, ce sera des tunnels qui vous amèneront à l'extérieur. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 20. Je peux faire un appel de phare. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ici on roule sur de nuit et devant nous on a un virage avec très peu de visibilité. Donc il sera très pertinent de faire un appel de phare afin de prévenir les véhicules qui viennent en sens inverse de ta présence. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 21. Les usagers les plus impliqués dans les accidents avec les tramways sont: réponse A, les cyclistes. Réponse B, les trottinettes. Réponse C, les véhicules légers. Réponse D, les piétons. Alors là, c'est vraiment une question de cours simple. Hein. C'est soit vous savez pas. Donc ici, je vous montre donc le document que vous retrouverez dans la formation. Et effectivement, les usagers les plus impliqués dans les accidents avec tramway sont les véhicules légers. Donc la bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 22. Ne pas s'arrêter au signe d'arrêt d'un agent de police, c'est faire: réponse A, un délit de fuite. Réponse B, un refus d'obtempérer. Cette infraction constitue: réponse C, un délit. Réponse D, une contravention.
Alors, c'est quoi la différence entre un délit de fuite et un refus d'obtempérer? Un délit de fuite, c'est lorsque vous faites un accident, qu'il soit un accident avec dommages corporels ou non, et que vous ne vous arrêtez pas pour établir un constat. Le refus d'obtempérer, quant à lui, c'est lorsque vous refusez de vous arrêter face aux sommations d'arrêt d'un agent de police. Alors, cette infraction, elle constitue un délit. Donc, délit qui est puni par 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 23. Je roule à 50 km/h. Ma vitesse est adaptée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on va voir 3 facteurs. Le premier facteur, c'est qu'on roule de nuit, donc avec une visibilité plus faible qu'en journée. La deuxième, regarde bien, c'est qu'on est en pente, donc ce qui augmente notre manque de visibilité. La troisième, c'est la signalisation verticale, le panneau qui se trouve à droite et qui nous indique qu'il va falloir céder la priorité à droite à la prochaine intersection. Donc, pour ces 3 raisons, ma vitesse n'est pas adaptée. Ici, je dois ralentir. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 24. Les personnes âgées représentent une grande part de la mortalité chez les piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, afin de répondre à cette question, je vous ai mis directement le schéma que vous pouvez retrouver dans le bilan annuel de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Donc, comme vous pouvez le voir ici, les plus de 65 ans sont les plus concernés par la mortalité chez les piétons. Donc ça, ce sont les chiffres officiels. Donc, pour répondre à cette question, donc, les personnes âgées représentent bien une grande part de la mortalité chez les piétons. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 25. Un siège enfant homologué doit être adapté à son âge. Oui, réponse A. Non, réponse B. À sa morphologie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, les sièges auto doivent effectivement être adaptés à l'âge de l'enfant et à sa morphologie. Alors, la dernière homologation sur les sièges auto, qui est la R44, préconise 3 types de sièges. Oui, vous avez tout d'abord donc le siège à coque pour les enfants mesurant jusqu'à 83 cm. Ensuite, vous avez les sièges baquets pour les enfants ayant une taille allant jusqu'à 1 mètre. Et ensuite, pour les enfants de plus d'1 mètre et qui ont moins de 10 ans, le fameux siège avec dossier. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 26. Devant cette entrée, je peux stationner. Oui, réponse A. Non, réponse B.
m'arrêter. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors déjà, avant de répondre à cette question, on va répondre à une question très bête. C'est quoi stationner et c'est quoi s'arrêter? Ça a l'air d'être bête comme ça, mais il faut le savoir. Alors, s'arrêter, selon le code de la route, c'est quoi? C'est avoir sa voiture immobilisée et être derrière le volant, ou bien à l'extérieur de la voiture, mais à proximité immédiate. Alors attention, proximité immédiate veut dire proximité immédiate. Aller à la boulangerie ou remonter chez soi pour aller chercher quelque chose que vous avez oublié, ça, c'est pas proximité immédiate. Et donc, le stationnement, c'est quoi? C'est lorsque votre voiture est immobilisée et que vous n'êtes pas derrière le volant et que vous n'êtes pas à proximité immédiate. Alors, ici, est-ce que je peux stationner devant cette entrée carrossable? Eh ben non, j'ai pas le droit de me garer de stationner devant une entrée carrossable car c'est une infraction qui constitue une contravention de deuxième classe. Est-ce que je peux m'arrêter devant une entrée carrossable? Oui, vous pouvez vous arrêter devant une entrée carrossable. Donc, les bonnes réponses ici vont être les réponses B et C. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 27. Cet appareil est un... Réponse A, éthylotest. Réponse B, éthylomètre. Alors là, c'est vraiment une question de cours. Donc ici, on a affaire à un éthylotest. Si vous voulez savoir à quoi ressemble un éthylomètre, vous pouvez aller dans la formation. Et vous en saurez beaucoup plus sur les éthylotests, les éthylomètres, qui a le droit d'avoir un éthylomètre, qui a le droit d'avoir un éthylotest, le taux d'alcool autorisé pour les probatoires, pour les non probatoires, le taux d'alcool délictuel, le taux d'alcool contraventionnel. Ici la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 28. Les piétons ont la priorité sur les tramways dans les zones de rencontre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, beaucoup de gens pensent qu'ils ont la priorité dans les zones de rencontre sur tous les véhicules, notamment les tramways, mais c'est faux. Donc, les piétons ont la priorité sur tous les véhicules à moteur, sauf les tramways. Tout simplement parce que les tramways ont une distance d'arrêt beaucoup trop longue. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 29. La voie de droite permet d'aller à Paris. Réponse A, par l'autoroute. Réponse B, par la route. Les voies à gauche permettent d'aller à Rennes. Réponse C, par l'autoroute. Réponse D, par la route.
Alors regarde, sur la voie de droite, on a un panneau sur fond vert sur lequel est écrit Paris et également Angers. Sur ce panneau sur fond vert, on a également un panneau d'autoroute. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc vu que c'est sur fond vert, ça veut dire que tu pourras aller à Paris par la route. Étant donné que dans l'encadré, il y a également le signe de l'autoroute, tu pourras également aller à Paris par l'autoroute. Concernant les panneaux sur les voies le panneau sur les voies de gauche, on a un encart vert avec écrit dessus Rennes et Vannes. Donc tu pourras aller à Rennes via la route. Vu qu'il n'y a pas de panneau d'autoroute sur cet encart, tu ne pourras pas aller à Rennes via l'autoroute. Les bonnes réponses ici sont donc les réponses A, B et D. Question numéro 30. Cette notice me permet A. De connaître le PTAC du véhicule, B. De connaître la pression des pneus, C. De connaître la taille des pneus. Alors, ce document permet de connaître la taille des pneus avant et arrière. Il me permet aussi de connaître la pression des pneus en charge normale et ensuite en charge importante. Et donc, il ne me permet pas de connaître la PTAC du véhicule. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 31. L'utilisation du téléphone au volant est responsable de réponse A, 10% des accidents, réponse B, 30% des accidents. Est puni par un retrait de réponse C, 3 points, réponse D, 4 points. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans l'information, l'utilisation du téléphone est responsable de 10% des accidents de la route. Également, l'usage du téléphone au volant, c'est une infraction de classe 4. Et vous encourez donc un retrait de 3 points et 135 € d'amende. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 32. La signalisation annonce un tunnel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais devoir allumer. Réponse C. Mes feux de position. Réponse D. Mes feux de croisement. Alors, comme tu le vois, ici, ce panneau indique donc la présence d'un tunnel. À savoir que ce panneau inclut en fait un autre panneau à l'intérieur de celui-ci, qui est celui de l'obligation d'allumer ses feux. Mais quel feu ? Vous êtes obligé d'allumer vos feux de croisement lorsque vous rentrez dans un tunnel. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls,
Parce que vous avez été mal formé. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement. Vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Le facteur fatigue est la cause de réponse A, 1/3 des accidents mortels sur autoroute. Réponse B, 50% des accidents mortels sur autoroute. Réponse C, 2/3 des accidents mortels sur autoroute. Alors ça, ce sont les chiffres, hein, les chiffres de l'accidentologie à connaître bien sûr pour passer ton code. Donc la fatigue représente 1/3 des accidents mortels sur autoroute. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. Les aires de repos sont espacées de réponse A 5 km, réponse B 10 km, réponse C 20 km, réponse D 30 km. Les aires de repos sont espacées de 20 km, soit entre 10 et 15 minutes de route sur autoroute. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 35. Hors probatoire, j'ai réalisé une infraction ayant entraîné la perte d'un point. Je peux récupérer ce point automatiquement dans réponse A, 1 an, réponse B, 2 ans. En probatoire, je viens de commettre une infraction ayant entraîné une perte de 3 points. Réponse C, je dois réaliser un stage. Réponse D, je vais recevoir une lettre 48N. Alors ici, vous retrouverez donc le tableau de récupération de points pour les permis hors probatoire. Et donc quand on vient de perdre un point, on pourra le récupérer automatiquement si on ne commet aucune autre infraction entre-temps au bout de 6 mois. Si vous êtes en probatoire et que vous commettez une infraction ayant entraîné la perte de 3 points, alors vous serez dans l'obligation de réaliser un stage après avoir reçu la lettre 48N. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses C et D. Question numéro 36. Durant ma période probatoire, je bois un verre d'alcool avant de conduire. Je risque d'être en infraction en cas de contrôle de police. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, concernant les permis probatoires, le taux d'alcool maximal autorisé est de 0,2 g par litre de sang, ce qui correspond à l'ingestion d'un seul verre d'alcool. Donc oui, effectivement, si je bois un seul verre d'alcool, je peux être en infraction en cas de contrôle de police. De plus, si votre taux d'alcool est égal ou supérieur à 0,2 g par litre de sang en probatoire, vous perdez d'office 6 points. Donc, si vous vous faites prendre la première année, vous risquez également une invalidation de permis pour solde de points nuls. Donc, ici, pour revenir à la question, durant ma période probatoire, si je bois un verre d'alcool avant de conduire, je risque d'être en infraction en cas de contrôle de police. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 37. Réduire l'utilisation de la voiture permet A. De diminuer les nuisances sonores. B. De diminuer la pollution. C. De supprimer tout risque d'accident. Bien sûr, réduire l'utilisation de la voiture ne va pas vous permettre de supprimer tout risque d'accident. Par contre, il va permettre de diminuer les nuisances sonores et la pollution. Les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 38. Hors probatoire, je suis en infraction si l'éthylotest dépasse le repère et devient réponse A, jaune, réponse B, vert, réponse C, bleu, réponse D, rouge. Alors, sur un éthylotest, donc, il y a un tube rempli de cristaux qui vont changer de couleur si vous avez bu de l'alcool ou non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'éthylotest est constitué d'un repère. Ce repère, c'est un trait qui est au milieu et qui correspond à une alcoolémie de 0,5 g par litre de sang. Donc, si les cristaux deviennent verts et dépassent le repère, c'est que votre alcoolémie est supérieure à 0,5 g par litre de sang. Si les cristaux deviennent verts mais qui sont en dessous du repère, c'est que votre alcoolémie est inférieure à 0,5 g par litre de sang. Cependant, vous savez bien que pour un probatoire, la limite contraventionnelle est de 0,2 g par litre de sang. Donc si vous êtes en probatoire et que les cristaux deviennent verts, même s'ils sont en dessous du trait de repère, alors vous êtes en infraction également. Donc ici, hors probatoire, je suis en infraction si l'éthylotest dépasse le repère et devient vert. La bonne question ici est la réponse B. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu foi à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question.
est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Je circule sur autoroute. La vitesse maximale autorisée est de réponse A, 50 km/h. Réponse B, 110 km/h. Réponse C, 130 km/h. Alors, ici, comme tu le vois, on a un brouillard avec une visibilité inférieure à 50 mètres. Donc, la règle, c'est que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, comme le montre ce document que tu pourras retrouver dans l'information. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Ne pas porter un gilet haute visibilité en cas d'immobilisation est sanctionné par une amende de 135 € et la perte de 3 points. Oui, réponse A, non, réponse B. Ne pas posséder un gilet de haute visibilité est sanctionné par réponse C, une contravention de première classe, réponse D, une contravention de quatrième classe. Alors, tu dois savoir qu'en cas d'immobilisation, il est obligatoire de porter un gilet de haute visibilité avec le marquage CE. Sinon, tu seras sanctionné d'une amende de 135 €. Il n'y a pas de perte de points. Également, tu dois obligatoirement posséder dans ton véhicule un gilet jaune. Dans le cas contraire, tu peux être sanctionné par une contravention de
première classe. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.